La politique à présent avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Vous braquez vos projecteurs cet après-midi, Alexis, sur cette passe d'armes au cœur de la gauche. Une passe d'armes épistolaire entre deux figures de la gauche, Raphaël Glucksmann et François Ruffin. Le premier sera la probable tête de liste du PS aux européennes. Et le second, député LFI de la Somme, est un possible candidat à la présidentielle de 2027. Alexis, les deux hommes ont acté leurs différences sur leur blog respectif cette semaine. Acter leurs différences sur des sujets qui sont en fait d'importance dans la définition, Steve, on va dire des curseurs idéologiques que mettent chacune des deux gauches en présence dans la future élection européenne. On sait que François Ruffin est une des voix importantes de LFI, mais on va y venir, il est quand même aussi souvent en dissensus avec la ligne de Jean-Luc Mélenchon et de son entourage politique. Il s'en est d'ailleurs démarqué à plusieurs reprises, notamment après les attaques du 7 octobre. Mais la passe d'armes avec Raphaël Glucksmann est intéressante parce qu'elle met en fait aux prises deux conceptions de la gauche. Rappelons les faits, c'est effectivement François Ruffin qui, vendredi dernier, le prend à partie, et il le prend à partie sur la question de l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'Union européenne. Il n'en a d'ailleurs jamais fait mystère. Raphaël Glucksmann, qui est le fils d'André Glucksmann, mon ami André Glucksmann, que j'ai bien connu quand j'étais journaliste au Figaro, est un militant de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Peut-être d'ailleurs cette perspective n'est-elle pas folle et adviendra-t-elle un jour quand la guerre sera terminée? C'est tout à fait possible. Et il s'est heurté, effectivement, un François Ruffin qui représente une gauche démocratique, si vous voulez, par certains côtés critiquable, mais qui n'est pas l'extrême gauche stricto sensu. Et absolument pas russe, pro-russe. Alors, non, ça je pense que si vous voulez, bien sûr qu'il y a des caricatures qui fleurissent depuis vendredi dernier, mais à lui, on ne peut pas faire le reproche d'être d'une manière ou d'une autre lié à la Russie ou d'être un agent russe. Tout ceci est absurde. François Ruffin, c'est un homme de gauche, mais j'allais vous dire un homme de gauche classique qui en réalité pourrait être au Parti socialiste. Et il reproche simplement à Raphaël Glucksmann d'exprimer un point de vue, alors l'expression est aujourd'hui entrée dans les mœurs, un point de vue hors sol ou déconnecté, si vous voulez. Bon, c'est un petit peu trop employé peut-être, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça. Déconnecté et sans ancrage. C'est de couper de la réalité du terrain. De se couper de la réalité du terrain et des aspirations populaires majoritaires des Français. Et il ajoute, donc en prenant à partie le futur très probable candidat tête de liste de la liste socialiste et patron de Place Publique, je n'y retrouve plus rien du retour sur soi-même, mais au contraire, pardonnez ma franchise, tout d'une élite qui avance avec arrogance et inconscience. Alexis, au-delà des postures, qu'est-ce qui oppose les deux hommes? Alors moi je pense que ce qui oppose les deux hommes, c'est deux rapports à la réalité française d'aujourd'hui. Je les connais assez bien l'un et l'autre. Je peux vous dire que Raphaël Glucksmann est absolument sincère dans sa vision. D'ailleurs, s'il fallait le rapprocher d'une figure intellectuelle majeure en France aujourd'hui, ce serait de l'internationalisme assumé d'un Bernard-Henri Lévy, voyez, qui pense au fond que l'horizon politique essentiel, quand on est un progressiste, un humaniste, comme on se définit souvent dans ce camp-là, ce sont les grandes affaires internationales. Autrement dit, veiller au sort des Ukrainiens, veiller au sort de tel ou tel peuple africain persécuté, c'est aussi important que de se soucier des fins de mois des Français. Voyez. Donc je résume à grands traits, mais je pense profondément que Raphaël Glucksmann est matricé par cet internationalisme. Alors on peut l'appeler, comme je le fais d'ailleurs dans mon petit bouquin, on peut parler de droit de l'hommisme. C'est pas une publicité pour mon livre, hein, mais on peut parler de droit de l'hommisme. La figure de Raymond Aron. Exactement. Et dans mon esprit, c'est pas une insulte. Hein. Je décris simplement des réalités idéologiques. Il y a toujours eu une gauche humaniste, plutôt internationaliste et plutôt droit de l'hommisme depuis les années 80, et qui pense au fond que envisager les problèmes politiques, les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources, la multiplication des guerres, à la seule aune de l'intérêt national serait réducteur. C'est une position, entre nous, parfaitement légitime et parfaitement noble. Et c'est en tout cas une position que réfute François Ruffin. Mais voilà, alors pourquoi il la réfute ? D'abord, il la réfute parce que, bon, il envoie, on peut dire qu'il envoie un certain nombre de signaux ad hominem contre Raphaël Glucksmann, ce qui le représente, un héritier à sa manière, en tout cas le fils d'une lignée intellectuelle, bon, très bien. Mais il la réfute peut-être pour des raisons plus amples et plus profondes. Nous sommes dans un moment où la gauche, à tort ou à raison, la gauche démocratique, pense à sa reconquête politique. On en a parlé souvent.
il tourne aux alentours de 9-10% dans les intentions de vote, mais ça correspond, je vous l'ai dit, au-delà des intentions de vote, et c'est ça qui compte pour nous, ça correspond à un positionnement sociologique, à une réalité sociologique. Il y a un espace qui s'ouvre pour cette gauche démocratique. C'est le produit de la droitisation de l'électorat d'Emmanuel Macron ? Évidemment, qui peut réexister en raison de la droitisation du centre de gravité même, on va dire de la Macronie d'aujourd'hui, au-delà même du gouvernement. Ils peuvent réexister, ils peuvent avoir l'espoir de réexister. Et puis, c'est le produit aussi d'une forme d'extrémisation idéologique du camp mélenchoniste, sous l'influence notamment des événements consécutifs au 7 octobre et des discours qu'on a vu fleurir dans leur camp, aux grandes dames d'ailleurs de certains d'entre eux, de Clémentine Autain, etc. On n'y revient pas. Donc il y a un espace un peu plus important au fond que j'allais dire dans les temps normaux de la Macronie, même depuis 2022. Et évidemment, les hiérarques socialistes, mais aussi un certain nombre d'ambitieux, si vous voulez, qui gravitent autour du Parti socialiste, comme François Ruffin ou Raphaël Glucksmann, chacun dans leur genre, ils pensent. Quelle est la conséquence de cette légère réouverture de la focale ? Il faut penser à un logiciel de gauche adapté, au fond, à ce que ce public peut rechercher. Je vous l'ai souvent dit. Hors du Parti socialiste ? Justement, je vous l'ai souvent dit, donc je vais vous répondre doublement là-dessus. Je vous l'ai souvent dit, je pense qu'il faut raisonner, quand on raisonne en politique, pas seulement aux fenêtres d'opportunité liées à des contextes par définition mouvants et réversibles. Il faut raisonner aussi par rapport à des sociologies politiques. En dépit de Macron, il y a encore une sociologie politique qui correspond à une gauche républicaine modérée. C'est d'ailleurs ce que, à sa manière, depuis l'an dernier, Bernard Cazeneuve a essayé de préempter. À l'évidence, la discussion intéressante entre le leader de Place Publique et le fondateur de Fakir se situe dans cet espace idéologique. C'est comment on attrape cet électorat potentiel, qui n'est pas constitué que de fonctionnaires, entre guillemets, vieillissants, je veux dire de 60 ans ou 70 ans, mais qui est aussi constitué d'une jeunesse de gauche modérée qui ne se reconnaît pas dans le mélenchonisme. Donc comment on attrape ces gens ? C'est ça la vraie question politique. Il y a à l'évidence, avec ces deux jeunes hommes, qui sont en gros de la génération d'Emmanuel Macron, il y a deux visions de cela. Mais pas de gauche irréconciliable, c'est en tout cas ce qu'a affirmé Non, absolument, c'est une vraie discussion. Vous avez absolument raison. C'est une vraie discussion de fond qui n'atteint pas au degré de polémique qui ont pu exister par le passé entre le camp valsiste et le camp mélenchoniste. Là, nous sommes dans une discussion un peu plus apaisée, bien que franche. Il y a donc la vision internationaliste de Glucksmann, qui pense qu'il ne faut pas trop parler à la France profonde, quelle qu'elle soit, d'ailleurs qu'elle soit ouvrière ou qu'elle soit paysanne. Je vous rappelle que ça a été théorisé, ça, à sa manière, par un think tank très influent dans la matrice, dans le repositionnement historique. À Terra Nova ? Exactement. Qui avait dit, la gauche, si elle veut gagner à terme, et dites-vous bien qu'Emmanuel Macron s'en est largement inspiré, si elle veut gagner à terme, ça n'est pas en se faisant le porte-parole des colères populaires, mais en se tournant plutôt vers les diverses minorités qui composent ce pays, et notamment, bien sûr, les banlieues. Est-ce que vous comprenez actuellement du discours de Raphaël Glucksmann ? Non. Mais il y a un morceau de Terra Nova, en ce sens qu'ils partagent l'un et l'autre, si vous voulez, avec les hiérarques de Terra Nova d'hier, l'idée que, effectivement, les combats aujourd'hui mobilisateurs pour la jeunesse de gauche, on va dire modérée, ne sont plus des combats qui se réduisent à traiter les questions nationales et notamment les questions de délaissement du monde paysan ou du monde ouvrier. Ils sont beaucoup plus worldwide, si vous me passez l'expression. François Ruffin, en revanche, que je connais aussi, en tient pour une conception plus classique de la gauche humaniste et socialiste, que je rapprocherais très volontiers de celle de Jaurès, tout simplement. Vous voyez, c'est-à-dire un socialisme très Troisième République, en réalité, en dépit des apparences. Alors on se demande ce qu'il fait chez LFI, mais un socialisme très Troisième République, qui en tient pour l'idée que les aspirations populaires ne sont pas forcément mauvaises parce qu'elles sont populaires. Alexis, il nous reste 1 minute. On va y arriver. Pile. Dans l'actualité politique également, la censure partielle de la loi immigration, hier par le Conseil constitutionnel. Les sages ont censuré plus du tiers des articles de ce texte. La loi, enfin ce qui reste, sera prochainement promulguée dans les prochaines heures. La droite et l'extrême droite, de concert, dénoncent évidemment cette décision. Oui, bien sûr. Alors, de toute façon, j'allais vous dire, il fallait s'attendre à ce qu'une partie des dispositions de ce texte soit censurée, et il fallait s'attendre au jeu de rôle qui s'ensuit entre, en gros, si vous voulez, la droite et le Rassemblement national qui dénonce cette, entre guillemets, censure, et la gauche qui, par la voix notamment d'Olivier Faure, par exemple, l'applaudit. Mais qu'est-ce que cela nous dit par ailleurs, sur le fond, qui est intéressant ? On pense qu'on veut du texte. Je vous ai dit que j'avais une position assez mesurée et modérée sur son contenu. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit aujourd'hui, et ça c'est vrai, le clap de fin aujourd'hui dans nos démocraties sur des grandes questions régaliennes, comme les questions migratoires, la gestion des questions migratoires, ça rejoint le débat qu'on avait avant.
qui est après tout une prérogative d'État de toute nation. Décider qui entre, qui sort, que je sache, en Israël, on sait le faire. Vous voyez, on laisse pas entrer n'importe qui. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, ce type, si vous voulez, de décision politique et donc de législation est quand même soumis à ce que j'appellerais avec vous le clap de fin des instances juridictionnelles françaises et supranationales européennes. C'est intéressant parce que c'est une nouvelle donne. Oui, je vous en prie. Je suis sûr qu'on en reparlera dès lundi. Ah bah si vous voulez. Merci à vous. Bon après-midi, on peut vous réécouter. Vous voulez reprendre la parole. Un podcast sur radioj.fr. Shabbat shalom. Vous êtes très fort.